Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono. L'heure du verdict se rapproche dans de très nombreux championnats. Accession, maintien et descente vont encore rythmer les prochaines semaines. Et il y a du nouveau après ce week-end. Pour le savoir, eh bien, vous êtes au bon endroit. Ne bougez pas, voilà ce qui vous attend tout au long de ces 20 prochaines minutes. En football, le Vendée, les Herbiers Football avaient l'occasion de recoller au podium de N2, s'imposer pour rester en course ou s'incliner et dire adieu au rêve de monter. C'était l'enjeu de la rencontre de samedi soir. En basket, eux sont d'ores et déjà assurés de disputer une belle fin de saison. Le Vendéchal en basket s'est qualifié pour les playoffs suite à sa victoire vendredi face à Orchier. Pourtant, rien ne fut facile pour le VCB. En handball, Pouzauges s'accordait une dernière chance de croire encore au maintien. Réception de Cesson-Rennes pour le PVHB, un duel au coude à coude, salle de l'Étoile. Nous prendrons ensuite la direction de Chantonnay pour le Festival des Loups, l'événement course à pied de ce week-end et notamment son travail de 42 km. Et puis enfin, dernier virage de ce 85 chrono avec la course de côte de Bournezeau qui se disputait ce week-end. Voilà pour le programme de ce lundi 15 avril 2024. On passe la seconde, 85 chrono, c'est parti. Et pour démarrer ce 85 chrono, direction les terrains de football et le championnat de National 2 à 5 journées de la fin. Chaque rencontre est capitale et cette 22e journée l'était particulièrement pour les Herbiers à Massabielle samedi soir. 5e avant le coup d'envoi, le VHF recevait le Paris 13 Atlético. 16e minute, les Herbretais ne tardent pas à se montrer dangereux. Ateba touche la barre transversale, le gardien est tout proche de la remettre dans son but, mais ça sort. Dominateur depuis l'entame, les Vendéens poursuivent sur le même rythme. Ateba encore en action sur le côté gauche, enroule, frappe contrée et facilement capté par le gardien. Avant la 25e minute, les visiteurs ont le ballon, l'un des leurs est à terre, mais le jeu se poursuit alors que plusieurs Herbretais se sont arrêtés. Abdelmalak Amara se faufile trop facilement dans la défense du VHF et ajuse Rémi Pillot. C'est au fond, Paris 13 Atlético ouvre le score 1-0. Juste avant la pause, les hommes de Laurent David sont au coup franc, mais c'est long, trop long pour Alexandre Lavenant qui ne parvient pas à remiser 1-0. Donc à la pause en défaveur des Herbiers. 54e minute, coup de massue pour les Vendéens qui vont concéder le but du break en pivot. Bokangou combine bien avec Amara qui lui remise en une touche et trompe une nouvelle fois Pillot. 2-1 pour Paris. Le groupe Herbretais va tenter de réagir, notamment de loin, mais sans grande réussite. On atteste cette double occasion complètement manquée de Lucas Dory, entré en jeu en seconde période. Le VHF frôle même le chaos sur cette occasion de Saganako, mais sortie impeccable du portier herbretais qui évite le 3-0. Les Rouges et Noirs n'auront pas plus de réussite dans les 10 dernières minutes. En témoigne cet extérieur de Mickaël Nilor. Les filets trembleront tout de même dans le temps additionnel pour les Herbiers, mais le but sera refusé pour un hors-jeu. Score final 2-0 pour le Paris 13 Atlético. Réaction plus que contrastée forcément pour le coach Laurent David. On l'écoute au micro de Thibaut Grasset, suivi de son homologue parisien. Il y a 3 phases dans ce match. Il y a la 16e minute où on est malheureux sur la barre transversale où elle rebondit sur le gardien. Mais quand on est malheureux comme ça, c'est souvent qu'il y a des signes que ça ne va pas. Et ensuite, il y a la 24e où il y a un joueur au sol parisien et nous, on s'arrête. Donc nous, on laisse l'adversaire jouer. C'est ce que je leur ai dit. On reçoit bien les adversaires et il y a 1-0. Et à partir de là, le match s'arrête. Le match s'arrête parce que je n'ai pas une équipe aujourd'hui qui est en réaction. Et on n'a pas été capable aujourd'hui d'être conquérant. On savait que c'était un duel, un combat, parce que c'est une équipe qui est extrêmement bien en place, qui joue en 5-4-1, qui est solide. Le groupe aujourd'hui n'a pas été à la hauteur du match. Je peux comprendre la déception des supporters ce soir, leur colère, parce qu'on n'a pas été digne de porter ce soir le maillot du VHF. On sait que chaque match est difficile, chaque match est compliqué. Il y avait 5 points d'avance sur les premiers relégables, on était à 4 points des premiers. Ça montre bien qu'à 5 journées de la fin, tout est jouable. Et on a simplement montré ce soir que nous, on n'était pas capable de jouer le haut tableau, tout simplement. On s'attendait à ce genre de match, on savait qu'on allait pas avoir la possession, mais on n'en voulait pas spécialement. Et on savait qu'il fallait bien transiter pour pouvoir leur faire mal. Ça a été le cas. Je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux en première mi-temps, surtout parce qu'on a des situations qu'on ne joue pas bien du tout. Et en deuxième, on a 2 face à face, on aurait pu en mettre aussi un de plus. Bon, on est quand même très satisfait. Ce soir, ça fait 7e match qu'on ne perd pas. Ça fait le 5e match qu'on ne prend pas de but. Et donc oui, dans l'optique d'une montée, on est toujours dans le coup. Il reste 4 matchs, donc ça va jouer au coude à coude. Donc voilà, pour l'instant, rien n'est fait, mais on est encore là.
Et sans victoire depuis 3 rencontres, les Herbiers ont peut-être définitivement dit adieu à la montée avec cette défaite samedi. Un revers qui maintient à la 5e position le VHF. Mais les Herbretais voient la distance avec les équipes de tête se creuser encore davantage. À 4 journées de la fin, les Herbretais sont désormais à 6 points du podium. Et sur le podium, justement, la Roche VF tient la cadence. Les Lyonnais sont allés s'imposer 1-0 sur la pelouse d'Avoine-Chinon. Les hommes de Frédéric Reculot enchaînent ainsi un 3e succès en 4 matchs et restent 2e à égalité de points avec Libourne. On jouait également la 22e journée un cran plus bas en National 3. Samedi soir, le Vendée Fontenay Foot est allé s'imposer 2-0 sur le terrain de Sablé-sur-Sarthe. Avec ce succès, les Fontenaisiens chippent la 2e place au Vendée Poire et Foot. Les Genoux s'étant inclinés 2-1 à l'extérieur face à la réserve du FC Nantes. Les Genoux restent tout de même sur le podium. Très belle opération du FC Chaland qui l'emporte 2-0 contre Saint-Philbert. 5e victoire en 6 rencontres pour les joueurs de Nicolas Lemété est désormais 8e. Dans le Sud Vendée, excellent résultat de la Châtaigneraie. Victoire 1-0 face à la réserve des Chamois Niortais. La SC est 9e. Et puis enfin, autre très bon résultat, les Sables FCOC prouvent qu'ils sont toujours en course pour le maintien après leur succès 3-1 face à la Lanterne Rouge Château-Gontier. Et puis un dernier point classement avec la D3 féminine. Hier, dimanche après-midi, se jouait la 17e journée et beau résultat de la Roche-ESO qui est allé chercher les 3 points sur la pelouse de Roubaix-Wervik. Succès 2-1. Les Ornésiennes portent leur série d'invincibilité à 4 matchs et sont 5e à 2 points du podium. En basket, à présent, eux visaient une 4e victoire consécutive vendredi soir pour s'assurer une place en play-off 6 ans après sa dernière participation dans une salle Michel Vrignot. Chauffé à blanc, le Vendée Chaland Basket affrontait Orchy pour la 9e et avant-dernière journée de la saison. Une rencontre qui était à suivre en direct sur TV Vendée. Et le VCB ne s'est pas facilité la tâche dans cette rencontre. Pourtant, les hommes de Sébastien Lambert s'étaient offerts jusqu'à 10 points d'avance au début du 2e quart-temps. Mais voilà, les nordistes n'ont pas laissé les Chalandais dicter cette partie, ont parfait leur retard en un rien de temps. C'est Orchy qui mène 41-35 à la pause. Sur leur lancée, les visiteurs vont dérouler au retour des vestiaires pour s'échapper à plus 13, 51-38. Chaland est alors sommé de réagir devant son public et se met à exécution en 2 minutes. Le VCB a partiellement comblé son retard. Paul Turpin, de nouveau très solide vendredi pour son 160e match sous le maillot vendéen, remet les siens à hauteur en toute fin de 3e quart-temps. 55 partout. Les deux formations vont alors se livrer un duel haletant dans les 10 dernières minutes. Et dans ce bras de fer, ce sont bien les Chalandais qui se montrent les plus agiles dans le Money Time. Orchy n'a pas abdiqué, mais c'est Chaland qui l'emporte finalement. Victoire 80-77. Et au classement, on va le voir, avec cette 4e victoire consécutive, les hommes de Sébastien Lambert assurent leur place pour les playoffs avant de disputer la dernière journée demain, mardi soir. Le VCB est 7e, mais pourrait remonter un peu plus haut lors de l'ultime journée. Tout dépendra bien évidemment des autres résultats. Début des playoffs, ce sera en tout cas, ça sûr et certain, le 26 avril à Michel Vrignot. On poursuit en basket avec le groupe C. Les Sables Vendée Basket surfent également sur une belle dynamique. Les Sablés décrochent un 5e succès en 6 rencontres samedi soir. Victoire 74-66 à la salle Beau Séjour face au Centre Fédéral. Le groupe de Denis Mété est 3e, juste au-dessus de la zone rouge. Prochain match capital ce week-end sur le parquet de Feur qui pourrait bien décider de l'avenir des Sablés en N1. Et puis un détour par la Nationale 2. Tout d'abord du côté des garçons, Saint-Georges de Montaigu a subi samedi soir une 3e défaite de rang. Les Georgeois s'inclinent 93-85 à l'extérieur face à Orsarieux. Pas de changement au classement à 2 journées du terme. Le SGMVB se maintient en 12e position comme premier non relégable. Et puis au même niveau, cette fois chez les féminines, la Nationale 2 s'est clôturée ce week-end avec la 22e et dernière journée samedi. Les espoirs de la Roche Vendée Basket bouclent la saison sur une note positive après leur succès 64-49 face à Biorel. Les joueuses de Marine Souverain terminent ainsi 10e de leur poule. Je vous propose à présent de partir sur les terrains de handball. Objectif pour Pouzauges, repousser une échéance quasi inéluctable, celle d'une descente en National 2. Et pour entretenir un infime espoir de maintien, le Pouzauges Vendée Handball, bon dernier, n'avait d'autre choix que de s'imposer samedi dans son public face à Cesson-Rennes, 10e au classement. Bretons et Vendéens vont mettre du temps dans cette 22e journée à se détacher au tableau d'affichage. Il faut attendre la 20e minute pour voir un premier écart significatif. Il est en faveur de Pouzauges. Les joueurs de Steve Berger mènent 12-9. Le duel reste équilibré. Les visiteurs vont rapidement combler le déficit de 3 buts et recoller. À la pause, les Vendéens sont toujours devant d'une petite longueur, 16-15. L'entame de deuxième période va sourire aux Cessonnais qui reprennent la tête. Mais Pouzauges, avec de la ressource et devant son public, va alors créer le plus gros écart de cette rencontre. Plus 4, 22-18. Mais à l'image de la première période, les jaunes et noirs voient leur avance fondre comme neige au soleil. À 10 minutes de la fin du match, Cesson-Rennes est revenu à hauteur. Il faudra une ultime réalisation d'Andrea Proasca sur un jet de 7 mètres pour remettre définitivement les compteurs à égalité en toute fin de rencontre. Match nul, plutôt logique donc. 31-31 samedi soir, une belle prestation qui n'en reste pas moins insuffisante pour Pouzauges, mathématiquement relégué en National 2. Et puis avant d'écouter l'entraîneur de Cesson-Rennes, les mots de Steve Berger, bien sûr, le coach Pouzaugais, c'est au micro de Daniel Lelaine. Le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Maintenant, c'est un bon match nul.
qu'on offre aussi à notre public. C'est acté que malheureusement on va descendre et qu'on sera en N2 l'an prochain. C'est aussi un match que quand on veut se maintenir, c'est le genre de match qu'il faut réussir à gagner, ce qu'on n'a pas toujours fait cette année, mais c'est un match aussi que peut-être il y a quelques temps on aurait perdu. Là on a fait match nul et rien lâché, je dirais que c'est la moindre des choses. On porte un maillot, on représente un club et on se doit de jouer la saison jusqu'au bout de la meilleure des manières. C'est aussi la meilleure manière de préparer le rebond de la saison prochaine. Donc il est hors de question de lâcher quoi que ce soit. Voilà. Je pense que c'est un bon combat qu'on a vécu, je pense que c'est des deux côtés. C'était intéressant parce que c'est une équipe qui a eu du mal toute la saison mais qui se bat encore. Comme je dis à l'entraîneur, ça c'est des valeurs qu'il faut garder. Pour nous c'est un match aussi avec des jeunes qui apprennent. On a des jeunes qui sont talentueux mais gérer ses émotions, gérer des gymnases comme ça plein avec du spectateur, c'est important aussi à apprendre. Et je pense que nous, ce qui est important c'est qu'on progresse. Nous par rapport aux jeunes, c'est de la formation et on a des jeunes qui sont déjà avec l'équipe pro et c'est ça notre objectif, c'est de sortir des joueurs avec l'équipe pro. Voilà, vous l'avez entendu, c'était attendu déjà depuis plusieurs journées mais c'est donc désormais acté. Le Pouzauges Vendée Handball n'évoluera pas en N1 l'an prochain. Après ce match nul, le PVHB reste collé à la 13e et dernière place du classement à 3 matchs de la fin du championnat. Un mot de rink hockey avec le classement de la Nationale 1 Élite. Samedi soir, la Vendéenne recevait Saint-Sébastien. À l'Angélemière, les Rouges et Noirs s'imposent 3-1 pour cette 16e journée. Les hommes de Marc Salicru remontent d'un cran et sont désormais à la 4e place. En tennis de table, excellente nouvelle pour l'US La Ferrière. Les Vendéens peuvent toujours rêver à une accession en N1. Les Ferriérois ont assez facilement disposé des costarmoricains de Plérin 8-2. Un succès qui maintient les joueurs de Mathieu Perdriau sur la deuxième marche. La montée se jouera donc lors de la 19e et dernière journée le 4 mai prochain puisque La Ferrière ira défier le leader du groupe. Vous le voyez, l'équipe réserve de la Romagne. Les derniers classements de ce soir nous emmènent sur les terrains de volleyball et tout d'abord en National 3 masculine. Hier, dimanche après-midi, le Montaigu Vendée Boufféré Volleyball s'incline 3-7-2 sur le terrain de l'équipe 3 de Rezé. Les Vendéens rapportent tout de même un précieux point de leur déplacement qui leur permet de s'extraire de la zone de relégation et de se classer 9e à 2 matchs de la fin de saison et surtout d'entretenir encore l'espoir du maintien. En revanche, du côté de la National 3 féminine, c'en est bel et bien terminé des espoirs de maintien. Défaite 3-2 pour les Vendéennes en terre finistérienne face à Brest. Un point de prix qui ne suffira pas. Montaigu Vendée Boufféré est mathématiquement relégué à 2 journées du terme. L'équipe première féminine du club évoluera donc en pré-national la saison prochaine. C'était l'un des grands rendez-vous de course à pied du week-end à Chantonnay. Le Raid des Loups et le Trail du Champ du Loup, 2 événements habituellement distincts, étaient réunis en un seul pour la première édition du Festival des Loups. Samedi et dimanche, près de 1700 personnes se sont retrouvées sur les différentes épreuves organisées par l'association Chantonnay Raid. Et puis hier, dimanche matin, vous l'avez vu, le départ à 7h. Nous suivions tout particulièrement l'un des 3 trails organisés, le 42 km, la plus longue distance qui se courait cette année sur un parcours renouvelé. Ils étaient 274 coureurs au départ, direction les chemins escarpés et les sentiers de la vallée du Lay avec plus de 1200 mètres de dénivelé positif. Les coureurs ont pu se frotter aux très nombreuses relances ainsi qu'aux parties immergées du tracé. Vous le voyez où il fallait parfois traverser le Lay pour avancer jusqu'à la portion suivante. Et au bout de 3h41 de course, le premier à franchir la ligne est Armel Richard, le 2 Sévrien qui prépare d'ailleurs le 100 km l'Endurance Trail des Templiers. On termine avec 10 minutes d'avance sur le second, Thomas Texier des Essarts. Côté femme, la plus rapide a été Séverine Libouban en 4h14, décrochant ainsi une belle 17e place au général. Avec Daniel Lelanne, double réaction, celle du vainqueur du jour, Armel Richard, que vous voyez ici à l'image. Il est précédé de Tristan Fouquet et David Pinault, organisateurs de l'événement. Pour cette année anniversaire, on a voulu marquer le coup, faire un bel événement, un gros événement, et on s'est dit pourquoi pas rajouter le raid à ça. D'habitude, on organisait le raid une année sur 2. Et là, on a dit on va rajouter le raid au trail pour faire un seul et unique événement dans l'année. Et du coup, faire venir les équipes pour tous les 2 événements. Et donc, ça permet aux clubs de la région de venir faire le raid le samedi et certains le trail le dimanche. Donc, ça permet de réunir pas mal d'assauts et clubs de la région. Le trail ou le raid, ça reste un sport qui est exigeant. Et on n'a pas de division comme dans d'autres sports. Et du coup, tout le monde se retrouve. On retrouve les élites et les novices qui viennent faire leur premier trail ou leur premier ride. Et ce qui était, comme l'a dit Tristan, super sympa, c'est qu'on a réuni des trailers, des raiders, des familles. Et tout le monde y a trouvé son compte. Et je pense qu'on a trouvé une belle potion là. On a quelque chose à faire pour les années à venir prochainement.
Je l'ai très bien vécu parce que ça part assez fort parce que c'était très roulant, il n'y avait pas trop de côtes, les chemins étaient très secs. Sauf qu'à partir de mi-chemin, c'est là où les choses se compliquent, où ça devient vraiment pentu, des grosses bosses, de la boue, plein de gadou. Et donc une deuxième moitié très, très compliquée, mais je voyais que ça revenait pas trop derrière, alors ça allait quoi, j'étais quand même en gestion. J'avais vu que ça se gagnait environ 3h30 les années passées, sauf qu'apparemment ils ont changé le parcours, c'était un tout nouveau parcours, plus compliqué, etc. Donc j'ai fait 15 minutes de plus que 3h30, donc 3h45 et je suis quand même devant. Ouais. Et je vous propose désormais de nous rendre à quelques kilomètres à l'est de Chantonnay, tout particulièrement du côté de Bournezeau pour l'un des événements de sport automobile de la saison en Vendée, la course de côte de Bournezeau, 18e édition. Cette épreuve régionale permet aux pilotes de marquer des points pour le classement de la Coupe de France de la montagne, dont la finale aura lieu en Alsace fin septembre. 77 pilotes se sont retrouvés tout le week-end, le samedi d'abord pour les essais libres, afin de prendre ses repères sur le tracé d'1 km 700. Et puis après, les essais du dimanche matin, place aux 3 manches de l'épreuve. Les conditions étaient très estivales, vous le voyez hier après-midi. Sur certaines sections, le compteur des pilotes a parfois dépassé les 200 km/h. Le meilleur temps réalisé hier, c'est 35 secondes et 57 centièmes pour boucler les 1700 mètres du parcours. Et ce meilleur temps est celui du vainqueur, triple vainqueur même, puisqu'il a réalisé le meilleur chrono sur l'ensemble des 3 manches. Ce pilote, c'est Romain Pataconi à bord de son proto Norma M20 FC. À noter également le très bon résultat d'Arthur Baudin, licencié au BSM, le club Bournezeau Sport Mécanique, puisqu'il termine premier de son groupe à bord de sa monoplace Dallara F302. Je vous propose de retrouver justement les 2 pilotes. Ils sont accompagnés d'Olivier Gilbert, président du club organisateur, et qui passera d'ailleurs le flambeau à l'issue de cette saison. Tous les 3 répondaient aux questions de Daniel Lalande. C'est une piste, il faut tout le temps avoir, faut tout le temps avoir du rythme parce que si on rentre fort dans un virage, ça conditionne la suite du tracé. Et donc, si on est rapide au début du virage, on sera forcément à l'arrivée. On roule très peu de kilomètres dans le week-end, mais c'est intense. Je suis assez essoufflé. Et donc, c'est ce qui fait la particularité de ce sport, c'est d'aller au point A, au point B très rapidement et sans chauffer les pneus, sans trop chauffer la mécanique. Donc, il faut être dans le coup dès le début. On rassemble quand même 250 bénévoles et puis aujourd'hui 77 engagés, donc ce qui est un très bon cru pour cette année. Donc nous, l'association, on organise la course de côte depuis 2006. Il faut savoir que c'est une épreuve qui a lieu depuis 1971. La course de côte, c'est la plus vieille discipline du sport automobile. Le but, donc, c'est un départ, une arrivée et le but, c'est de faire le meilleur temps possible. On ne s'attendait pas à avoir ces températures, donc aujourd'hui, je suis très satisfait de gagner Bournezeau. Mais c'était assez difficile parce qu'on n'avait pas prévu les pneus qui convenaient bien. J'avais des pneus trop tendres et je me suis battu toute la journée avec le volant pour la ramener. L'auto était très survireuse, elle partait de l'arrière. Le résultat est quand même bon puisque j'arrive à remporter l'épreuve. Alors c'est une course assez rapide. On atteint dès le départ une vitesse assez importante. On a des enchaînements à vitesse moyenne, puis on repart sur la deuxième portion, sur des courbes aveugles qui se prennent à fond absolu, qui donnent beaucoup de sensations aux pilotes, mais qui sont assez éprouvantes puisqu'on rentre dans la courbe, notamment la dernière, qui se fait totalement à l'aveugle puisqu'on prend la trajectoire avant de savoir réellement où est le virage. Donc c'est de grosses sensations pour les pilotes, mais c'est très intéressant de venir ici parce que c'est atypique. Et puis petite rectification, puisque je vous disais que Bournezeau était à l'est de Chantonnay, Bournezeau est à l'ouest de Chantonnay. Avant de se quitter, 2 images de voile. La première, elle concerne l'Ocean Globe Race. Samedi soir à 22h27, heure française, l'esprit d'équipe a franchi la ligne d'arrivée de la 4e et dernière étape à Cowes, au sud de l'Angleterre. Parti de Punta del Este, après 39 jours en mer, l'équipage sablais, emmené par Lionel Régnier, se classe 2e au classement provisoire de cette étape, seulement devancé par l'équipage de Marie Tabarly sur Penduic 6 qui convoite, lui, la première place du classement général. Il faudra encore attendre quelques arrivées pour déterminer le classement général et définitif de l'Ocean Globe Race. Et puis la seconde image, comme épilogue de ce soir, nous vous en parlions ce matin dans le journal des sports du baptême de l'IMOCA coup de pouce de Manuel Cousin. Et bien ce lundi matin, sur le ponton du Vendée Globe, c'est un autre skipper sablé et candidat au prochain Vendée Globe, Sébastien Simon, qui a dévoilé les nouvelles couleurs de son IMOCA Groupe du Breuil après 3 mois de travail sur son chantier d'hiver. Pour rappel, l'IMOCA Groupe du Breuil faisant partie des 13 bateaux neufs candidats au prochain
prochain Vendée Globe. Il suffira seulement à Sébastien Simon de prendre le départ à Lorient le 28 avril prochain de la Transat CIC pour ainsi valider définitivement son billet pour le Vendée Globe 2024. Et j'en profite pour vous préciser que nous sommes aujourd'hui très exactement à 209 jours du grand départ du Vendée Globe le 10 novembre prochain. Voilà pour le tour de l'actualité sportive de ce lundi 15 avril 2024. Le prochain rendez-vous, c'est dès ce jeudi soir avec Aurélien Huard, Romanette de 85 chrono. Nous parlerons rugby avec le FC Lyonnais avant leur dernier match de la saison. Le FC Lyonnais qui a d'ores et déjà validé son maintien en Fédéral 2. D'ici là, très belle fin de soirée à toutes et à tous et belle semaine sur TV Vendée.